d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe du colloque de me permettre d'intervenir aujourd'hui malgré la distance encore une fois. Et donc aujourd'hui, ma communication porte sur les femmes oulémas indonésiennes, autorité ou contre-autorité d'une nouvelle théologie du genre. Sur la première photo, vous voyez ici Nyai Badria, donc c'est une ouléma qui est en fait instigatrice du premier congrès des femmes oulémas au monde qui a eu lieu le 17 avril 2007 à Cirebon, donc à Java Ouest, en Indonésie. Et elle s'exprime en fait dans un discours introductif. Elle va expliquer les motivations de l'organisation d'un tel congrès qui a réuni plus de 1500 femmes oulémas qui sont venues de toute l'Indonésie pour donc se réunir et permettre à ce congrès de se faire. Donc, je vais citer une partie de son discours. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, elle s'exprime ainsi. Croyants et croyantes avons le même Dieu, mais il nous est souvent demandé de prendre pour intermédiaire l'homme et ses interprétations afin de rencontrer Dieu. Il est urgent que nous devenions indépendantes des hommes, mais tant que la culture nous incombe de dépendre religieusement de l'homme, la condition de la femme ne cessera de s'aggraver. Nous, femmes oulémas, avons conscience je lisais sur la slide, avons conscience de la menace que représente la théologie islamique classique sur la condition et le statut des femmes. Notre objectif est de, critiquer et démanteler les paradigmes de la théologie islamique élitiste et écrite par des hommes, afin de la remplacer par une théologie humaniste et réformiste. Donc, on voit bien dans ce discours introductif qu'elle pose en fait les jalons de l'institutionnalisation de ce mouvement de réforme autour des femmes oulémas qui, jusque-là, en fait, était organisé autour plutôt d'écrits de figures indépendantes en Indonésie. Mais en fait, cette fois-ci, on a vraiment, pour la première fois, une véritable réunion. Et en fait, tout au long de ce congrès qui a duré une semaine, on a cette nouvelle théologie du genre qui a été développée par ces femmes oulémas-là, qui est présentée, qui est discutée, et non pas seulement à des femmes oulémas, mais aussi aux grandes institutions, donc plutôt précisées par des hommes. Et donc, ce qui est discuté, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire contre-autorité, qu'est-ce qui vient en opposition à la théologie islamique traditionnelle. Ce qu'elles revendiquent pendant ce congrès, c'est avant tout leur statut de femme ouléma qui est encore contesté par certaines franges en Indonésie, mais également dans le reste du monde musulman. Et elles vont en fait, au-delà de toutes les fatwas qu'elles vont émettre pendant ce congrès, elles vont véritablement redéfinir leur rôle. C'est-à-dire qu'elles se présentent en tant que femmes ouléma et elles proposent une nouvelle catégorie d'ouléma, une nouvelle catégorie de pensée, celle d'une figure à la fois intellectuelle qui va défendre la place du raisonnement contextualisé. Donc, ce qui est vraiment intéressant et important, c'est vraiment ce raisonnement contextualisé, et celle du fuqaha qui va vraiment émettre des fatwas sur plusieurs thématiques. Donc, on voit bien dans ce congrès une tentative d'un mariage entre le juridique et le théologique. Donc, je souhaite aujourd'hui dans cette présentation interroger dans une démarche d'histoire régressive les configurations religieuses, culturelles, sociales et politiques ayant permis depuis le 19e siècle à des femmes oulémas du monde malais de s'investir institutionnellement dans le domaine de la théologie et d'initier ce qu'on appelle un aggiornamento théologique. Puis, dans un second temps, je vais essayer d'exposer les différents processus de légitimation d'une autorité religieuse de ces femmes-là. Alors, tout d'abord, pour revenir un peu sur les configurations religieuses, culturelles, sociales et politiques de cette intégration des femmes dans le domaine religieux, aujourd'hui, donc les femmes oulémas, c'est comme ça qu'elles s'appellent, je reviendrai après sur la terminologie, elles siègent tout d'abord au Majlis Ulama indonésien, donc au Conseil des oulémas indonésiens.
Elles sont à la tête des pesantren, donc je me permets de sauter un petit peu en espérant que vous étiez tous là hier lors de l'intervention de Rémi Madinier. J'ai la chance de pas avoir à tout réexpliquer. Donc les pesantren, ce sont des écoles coraniques. Elles sont à la tête de ces écoles coraniques-là. Et quand on est à la tête d'une école coranique, donc on est une niaï. Enfin, kiaï, c'est la figure masculine. Niaï, c'est pour une figure féminine. Et on ne se contente pas seulement de diriger les santri, les étudiants, mais également on pense notamment le programme, le curriculum qui est enseigné au sein de ces écoles coraniques. Elles sont également ce qu'on appelle des moubalira, donc des prédicatrices, dans des mosquées, dans des sortes d'assemblées villageoises ou dans des villes également, où elles vont avoir un rôle de prédication. Et elles prêchent, ce qui est important, c'est qu'elles prêchent devant des assemblées qui sont féminines, masculines, mais également mixtes, donc mixtes et non mixtes. Elles sont également activistes, elles peuvent être intellectuelles dans des universités islamiques, elles peuvent être oustada, politiciennes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, derrière ce terme ouléma, ce terme recouvre des réalités diverses. Et donc, ça présente les enjeux de ces positions dans la société indonésienne. En tant qu'ouléma, elles sont en tête de la hiérarchie. Alors, si vous pouvez juste passer la slide suivante, s'il vous plaît. Elles sont donc à la tête d'une sorte de hiérarchie, encore une fois. Et en fait, on a une sorte de triple tête. Donc, on a ce qu'on appelle les ulama perempuan ou perempuan ulama. Donc, c'est le troisième tiret. Donc, femme ulema. Et en fait, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, on peut être femme, donc de sexe féminin, et donc penser cette théologie du genre et donc être ulama perempuan. Et on peut être également perempuan ulama, c'est-à-dire être un homme, mais qui a été formé à cette nouvelle théologie du genre et qui va lire le texte dans une perspective d'égalité du genre et également prêcher. Bien que toutes les institutions que j'ai présentées auparavant sont tenues par des femmes, mais elles sont inclusives. Voilà. Elles sont inclusives. Donc, elles sont vraiment à la tête, on va dire, s'il y avait une hiérarchie dans tous ces rôles-là, elles sont à la tête parce qu'elles sont médiatrices du savoir sacré et profane, et donc elles sont les attributaires légitimes de l'autorité religieuse, et elles sont donc considérées comme des docteurs de la loi. Donc, elles possèdent avant tout un rôle normatif à travers la définition de l'orthodoxie et de l'orthopraxie, et elles vont émettre des fatwas. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles sont à la tête? Parce qu'elles ont un degré d'étude le plus élevé. En général, donc celles qu'on appelle véritablement femmes ouléma, ce sont celles qui ont soit sont parties étudier également dans les universités islamiques en dehors, soit en Turquie, soit à l'Azhar, etc., ou soit qui ont également poursuivi des cursus dans les universités islamiques en Indonésie. Juste en dessous d'elles, on a ce qu'on appelle les moubalira. Donc les moubalira, on les appelle également ulama en Indonésie. C'est vraiment une terminologie très contextualisée que je présente ici. Elles ont plutôt un rôle de transmission. Donc elles peuvent donner des avis juridiques, mais elles ne vont pas émettre des fatwas officiels. Donc, elles vont plus prêcher, elles vont plus transmettre ce savoir-là dans des communautés restreintes, plus au niveau, je dirais, régional. Et enfin, on a les oustazas qui, elles, enseignent, donc elles exercent un rôle de mengaji, de compréhension et d'enseignement du tafsir. Voilà. Donc, comme je vais quand même le rappeler, le principe d'égalité d'accès au sacré a permis à l'entourage féminin du prophète de l'islam d'initier une tradition de gardienne du kéros. On a les travaux, par exemple, d'Asma Saïd sur la transmission des savoirs religieux par les femmes, qui montrent donc l'importance dans la narration de la figure d'Aïcha, qui a non seulement transmis de nombreux hadiths, mais qui a également contribué à l'interprétation des paroles prophétiques. Et donc, cette participation des femmes dans ce domaine fut réduite avec l'institutionnalisation du domaine de la production religieuse dans la deuxième partie du 8e siècle, où on voit petit à petit les voix de ces femmes pionnières de l'entourage du prophète qui ont été un peu érigées dans une catégorie distincte, comme un modèle sacralisé
et en même temps que des exégèses les ont exclus de la production théologique. En Asie du Sud-Est, l'autonomie des femmes a fait l'objet d'une attention particulière, notamment de la part des historiens. Hein. On peut citer à cet égard les travaux de Barbara Watson, Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia, qui vont dépeindre cette autonomie, donc plutôt une autonomie sociale, politique, économique, mais l'histoire longue du rôle joué par certaines figures féminines dans le champ spirituel et religieux est restée en marge des travaux de recherche. Et c'est pourtant au sein même de cette tradition que les femmes oulémas aujourd'hui et tout au long du XXe siècle vont légitimer leur autorité. Et donc, il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, que certaines femmes, dès le XVIIIe siècle, ont joué un rôle dans ce champ religieux, en notamment écrivant des traités juridiques, et elles étaient un peu considérées comme étant des gardiennes de cette synthèse mystique qui caractérise l'islam indonésien. Donc, comme M. Madinier l'a rappelé hier, il existe un pluralisme normatif qui repose sur des formes de religiosité composite. Et donc, l'islam indonésien se caractérise véritablement par cette synthèse mystique. Une identité spirituelle qui a d'ailleurs été mise au cœur de l'identité nationale, avec l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, qui refuse le statut d'État islamique, avec un statut égal aux 6 confessions présentes sur le territoire, le Panchasila. Et ce qui est intéressant, c'est que ces femmes oulémas, notamment les femmes oulémas du congrès que j'ai présenté en introduction, se revendiquent du Panchasila, c'est-à-dire que leur théologie, elle se dit humaniste et très nationaliste, en fait. C'est-à-dire c'est grâce à ce pluralisme normatif qu'on va, en fait, c'est tout cet ensemble de phénomènes qui va permettre, qui va vraiment permettre à cette synthèse mystique de se faire le terreau d'une tradition théologique ouverte dans laquelle la réforme de la condition féminine, donc de la condition de la femme musulmane, trouve véritablement les conditions de sa réalisation. Et donc, on va passer d'un corpus normatif qui prend la femme musulmane comme étant objet, donc objet de fatwa, objet de la loi, à véritablement des femmes qui revendiquent une autorité pour devenir sujet de lois, de fatwa, etc. Vous pouvez passer à la slide prochaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc, pour essayer de saisir un peu le processus de légitimation, tout d'abord, cette autorité, on observe bien historiquement qu'elle est contingente. Cette autorité, c'est une construction et elle a été faite de micro-évolutions qui se sont produites, qui se sont produites au sein même des structures, des organisations islamiques en Indonésie. Et on voit vraiment cette éclosion-là apparaître au début du XXe siècle. Et pour recontextualiser, on a l'éclosion d'un vaste mouvement de réforme au sein des grands centres intellectuels du monde musulman et qui donc ont permis d'importantes circulations humaines et intellectuelles. Donc l'ouverture du canal de Suez, le développement du Hajj, également l'établissement de diaspora au Caire, à la Mecque, à Médine. On voit que ça a permis de s'ouvrir à de nouvelles traditions de pensée et en fait la constitution de cercles. Et c'est cette remise en cause de l'ordre religieux établi par les penseurs du réformisme qui dénoncent une sclérose des structures sociales du monde musulman n'a pas laissé la condition féminine à penser. Et donc les acteurs du réformisme islamique en Indonésie ont intégré les femmes dans ce courant réformiste-là. Mais l'historiographie du réformisme musulman indonésien s'est néanmoins écrite sans y inclure les contributions intellectuelles de ces figures féminines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais présenter, je ne peux pas parler de tout, mais du coup, j'ai sélectionné une organisation musulmane
féminine. Et donc, on va essayer ensemble de saisir vraiment ce processus de légitimation-là et la construction d'une autorité. Puis, on verra dans une troisième partie les limites de cette autorité-là, ce qui a fait une mutation interne dans ce rôle des femmes oulémas. Donc, au tout départ, afin de soutenir le projet du renouveau, on voit qu'il y a une constellation d'organisations musulmanes qui va apparaître. Ahmad Dahlan, donc le fondateur de l'organisation Mohammedia en 1912, a dans un premier temps véritablement soutenu l'éducation des figures féminines de son entourage. Donc les proches, on va dire que c'était vraiment des figures féminines privilégiées, ont eu le droit d'apprendre dans un premier temps la religion auprès de certains oulémas. Ce qui leur a en fait permis très tôt de suivre ces hommes du courant réformiste musulman dans leur effort de prédication. Donc au tout départ, par exemple, Miaï Ahmad Dahlan, qui est l'épouse la première épouse du Piaï Ahmad Dahlan, le fondateur de l'organisation musulmane Mohammedia, le suivait déjà dans ses voyages pour prêcher les idées de ce courant réformisme-là de la Mohammedia. Bien évidemment, les contestations se faisaient très importantes, tout d'abord parce que dans cette façon de prêcher, notamment, il était demandé à la femme de chanter en public devant des assemblées mixtes. Donc, vous imaginez, à cette époque-là, on est au début du XXe siècle, dans une société qui soutenait des traditions de réclusion donc dans l'espace domestique de la femme, les réceptions qu'elle pouvait avoir. Donc, par exemple, dans certaines sources, on voit que Miaï Ahmad Dahlan se fait insulter de kafira parce qu'elle prêche publiquement devant des assemblées mixtes, mais en fait, en ayant le soutien des figures masculines de cette organisation-là, on a la possibilité d'ouvrir directement une branche féminine, enfin pas directement, mais 2 ans après, une branche féminine qui s'appelle, dans un premier temps, Sopotresno. Donc, Sopotresno, c'est une formule javanaise qui veut dire ceux qui aiment, qui deviendra en 1917 Aïcha. Alors, pourquoi est-ce qu'on change le nom de Sopotresno à Aïcha? C'est que les ambitions de cette organisation-là ont changé. On ne veut plus s'arrêter uniquement à l'île de Java, mais on veut un effort de prédication qui parle à toute l'Indonésie. Donc, on va essayer de choisir un terme plutôt arabe. Et en fait, il y a eu un débat en 1917 sur quel nom choisir. Et au départ, il était question de choisir Fatima, mais on a préféré choisir Aïcha parce que la symbolique d'Aïcha, bien évidemment, qu'elle a eu un rôle dans l'effort de prédication, d'interprétation également des paroles prophétiques, mais Aïcha est l'épouse du prophète et il y avait l'idée que la femme et l'homme, dans ce processus de prêcher la parole divine et les idées du Coran réformiste, devaient se faire côte à côte, pen dumping, c'est-à-dire réellement comme un couple d'égal à égal. Et donc, première étape, véritablement, pour ce faire, ça a été un premier processus de légitimation qui va passer par l'éducation. Donc, le rôle premier, véritablement, de Aïcha, ça a été de démocratiser l'éducation aux femmes et aux filles. Et donc, ce qui va se faire avec une floraison d'écoles qui va se faire tout autour de Java. Et qui, bien évidemment, a été permise parce qu'il y avait des liens assez étroits avec le sultanat, le Kraton. Et on peut passer à la prochaine slide. Le deuxième processus de légitimation important, ça a été la production d'un corps de spécialistes. Donc, directement après 1917, en fait, à l'époque, on avait une sorte d'école qui était destinée à former des hommes, vraiment des hommes oulémas, qui s'appelait Mu'allimin. Et donc, on a également Mu'allimat qui va émerger, qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui a permis, on va dire 10 ans après, à des femmes également de siéger dans le Majlis Tarjiz. Donc, c'est un conseil d'ijtihad de la Mohammedia assez tôt. La deuxième étape assez importante, c'est une production intellectuelle et un rôle d'écriture qui est très, très important.
Donc, on se remet dans un contexte, on est dans un contexte de floraison de la presse au début du XXe siècle. Et donc, ça va encourager également les femmes à s'engager dans le développement de journaux. C'est-à-dire que les femmes, à cette époque-là, n'avaient pas la possibilité d'aller au Caire, n'avaient pas la possibilité d'aller dans ces milieux-là, de voyager, pour essentiellement des raisons économiques. En revanche, il y avait énormément de circulation de savoir. Et donc, elles ont lu El Manab. Donc, elles ont rencontré ces auteurs sans les avoir rencontrés physiquement, mais elles ont pu rencontrer leurs pensées. Et donc, ce qui va les encourager à écrire en créant une revue qui s'appelle Swara Aïcha, donc la voix d'Aïcha, qui a été créée en 1926 et qui existe encore aujourd'hui. Quand elle publie cette revue-là, on voit vraiment qu'il y a une rupture. Donc, elle rompt ainsi le monopole de l'écriture chez les hommes, qui cantonnait les femmes jusque-là à des modes d'écriture privés ou fictifs, et elles investissent véritablement l'espace public. Cette revue-là, elle est dirigée et elle est écrite par les membres de l'organisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tout départ, la seule revue pour les femmes, c'était celle-ci. Et donc, il y a également des femmes catholiques qui vont écrire des articles dans Swala Aïcha. Quand on a eu le congrès, par exemple, des femmes indonésiennes, il y avait des articles des milieux plus séculiers qui ont été également écrits dans cette revue-là. Donc, on voit vraiment que c'est une production intellectuelle qui va au-delà juste des activités des partis, avec véritablement des articles sur des questions de fiqh, sur des questions de philosophie, sur des questions sociales, de philanthropie. Donc, on a cette production intellectuelle et ensuite, cette légitimation va passer par la constitution de réseaux et l'organisation de congrès, avec une incitation à un pouvoir surtout social à ce moment-là, une philanthropie. Et on voit à travers toutes ces activités véritablement la construction d'une sphère publique des femmes à l'intérieur donc de ces structures cléricales. Et en fait, on a tout un tas de débats internes, par exemple, sur des questions de fiqh concernant les femmes. Est-ce qu'une femme peut voyager seule d'une île à une autre pour aller à un congrès? Et donc, les femmes écrivent dans ces articles-là leur opinion, etc. Donc, il y a un véritable échange qui va se faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, on a des branches de cette organisation Aïcha qui sont même ouvertes au Pakistan, au Caire, en Malaisie, à Singapour, en Angleterre, et donc qui propose des programmes à la fois sur la question de la santé, de la sexualité, la question du social, de l'éducation. Enfin, c'est des programmes qui sont assez différents et qui soutiennent une égalité entre femmes et hommes, mais qui reste assez limitée. Donc, j'y arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a véritablement la promotion d'un islam wasatiya, du juste milieu, d'un islam progressiste qui a permis à ces femmes-là de consolider une autorité. Néanmoins, cette autorité-là, alors Aïcha est indépendante de Mohammedia, mais on voit qu'il y a quand même des limites, et cette limite-là, elle se fait sur le principe de Qudrat. C'est-à-dire que ce rôle public très affirmé dans la sphère publique, soit un rôle politique, économique, social, il existe, il est véritablement là, et parfois il y a des discours qui sont très progressistes, et voire même libéraux. En revanche, c'est très délimité à ce que la Qudrat, donc la nature de la femme doit en fait, les femmes peuvent avoir un rôle public important. En revanche, elles doivent également avoir ce rôle privé-là qui est de construire une génération musulmane soliha, donc dans la droiture. Voilà, cette idée-là de droiture-là. Donc, il y a ces deux-là qui doivent cohabiter là. Et étant donné que ce rôle-là a été limité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui étaient issues de ces organisations-là, qui sont sorties de ces organisations-là, ou alors qui restent, mais qui font quelque chose d'autre à côté, et qui, donc, on peut passer à la prochaine slide, et qui, en fait, ça a vraiment émergé après la chute de l'ordre nouveau, en 98, qui a véritablement ouvert la voie à la démocratie, aux droits de l'homme, mais également à la participation de l'islam politique, qui était auparavant interdit sous le régime autoritaire de Suharto.
Et donc, dans un contexte de réaffirmation de l'identité religieuse, on voit que ces partisans d'une réforme purificatrice de l'islam participent d'une surenchère islamique dont la condition féminine se fait le réceptacle. Et on a le développement, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. On a le développement d'organisation de l'islamisme féminin et donc différentes tentatives d'islamisation du droit. Et en fait, ces femmes oulémas-là, dans le champ militant, ça les a encouragées à véritablement repenser cette théologie du genre et toutes ces limites-là qui étaient dans les organisations musulmanes féminines traditionnelles comme Aïcha, Muslimat, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est une véritable rupture qui a été permise grâce à l'émergence d'une société civile plutôt libérale. Premièrement, parce que les femmes ont eu accès aux universités islamiques. On peut passer à l'autre slide également, s'il vous plaît. Donc, on voit qu'elles poursuivent leurs études. Parfois, elles vont aller même étudier en Turquie, à l'Azhar. Et on a toute la traduction également de corpus de féminisme islamique, sur la question du féminisme qui va également se faire. Et donc, l'arrivée de toutes ces idées-là va faire qu'on a vraiment une volonté d'aller vers un aggiornamento théologique. Et ce qui va construire, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps, mais on a eu d'abord, grâce au soutien d'un président qui a vraiment soutenu ces courants-là, la production d'une nouvelle théologie du genre qui s'est faite dans des centres spécialisés, qui étaient soutenus, c'est-à-dire que toutes les universités islamiques avaient des centres de recherche sur les femmes. Et en fait, c'est dans ces centres intellectuels-là que toutes les questions, toutes les limites qui étaient présentes dans ces organisations traditionnelles ont été repensées. Et donc, elles produisent cette nouvelle théologie du genre et elles la publient sous 3 formats. Alors, le premier format, c'est un format universitaire, donc un langage assez académique. Le deuxième, c'est celui qui est dédié au pesantren, donc à tout ce qui est aux écoles coraniques. Et le troisième, c'est dans un langage démocratisé à un public pour tous. Et donc, c'est grâce, ça fait maintenant 20 ans qu'elle travaille là-dessus, et c'est en 2017 qu'on a eu véritablement le congrès et une demande de cette communauté épistémologique à ce que cette réforme devienne politique et qu'elle soit intégrée à la fois dans la loi et à la fois dans le domaine social, politique et économique. Voilà. Et donc, la question, c'est donc on voit bien que cette autorité-là, elle a été construite grâce à des micro-évolutions qui se sont faites au sein de ces organisations-là. Et aujourd'hui, donc, on voit que cette réalité, elle est plurielle, elle est diverse. Et donc, est-ce qu'on passe d'une autorité traditionnelle à une contre-autorité, ou est-ce que c'est juste une mutation ou une mutation qui intervient de ces organisations-là aux nouvelles? Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que cela n'a pas été trop pénible à cause des problèmes de connexion.